au service des Français. Mathieu. C'est très simple en fait, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont alignés sur énormément de sujets, notamment sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité. Ils veulent plus de fermeté sur les questions de sécurité. Ils veulent plus que l'on régule les flux migratoires plutôt qu'on les laisse à tour de bras, qu'on les laisse vacants à tour de bras. De la même façon, sur le nucléaire, on peut prendre tous les sujets. Il y a des consensus qui sont très forts au sein de la société française sur lesquels nous, on travaille systématiquement dans notre cercle de réflexion. En revanche, ce que l'on voit, c'est que les politiques publiques qui sont menées depuis 40 ans ne vont pas dans le sens du consensus qu'ont les Français sur un certain nombre de sujets. Et c'est bien là le problème, en fait. C'est que quand vous avez des gens qui font des politiques qui sont en désaccord complet avec ce qu'attendent les Français, alors effectivement, il y aura un problème. Sur les questions migratoires, ce que fait Bruno Retailleau, c'est assez simple d'une certaine façon. C'est qu'il prend un sujet. Mettons là, en l'occurrence, l'immigration irrégulière clandestine. Il y a une note des services donc, du ministère de l'Intérieur qui dit qu'il y a entre 600 000 et 800 000, voire même peut-être 1 million de clandestins dans notre pays. Que faut-il faire? Donc Bruno Retailleau dit aujourd'hui, ça veut dire que la France n'est pas un pays qui est isolé dans le reste du monde, c'est un pays qui est dans le monde occidental, dans l'Union européenne, n'a pas à être justement la destination phare des migrants. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les sujets qui, selon lui, sont les pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Il y en a 3. Le premier, c'est la question du séjour irrégulier. Aujourd'hui, effectivement, c'est ce que rappelait Naïma, quand on arrive en France, comme le délit de séjour irrégulier a été supprimé par François Hollande, vous n'êtes pas punissable par la justice, qui est un problème. Et dans tous les pays aujourd'hui occidentaux, en Australie, aux États-Unis sous Joe Biden, ou au Royaume-Uni également, ce délit de séjour irrégulier existe. Pourquoi il n'existerait pas en France? Est-ce que les États-Unis de Joe Biden, c'est une horrible dictature fasciste? Est-ce que l'Australie, c'est une horrible dictature fasciste? Donc il prend ce sujet-là et il dit qu'il faut une loi immigration pour mettre ce sujet-là sur la table. Deuxième point, c'est qu'il dit aujourd'hui l'AME, c'est un facteur d'attractivité parce que nous avons aujourd'hui un guichet social en France qui est absolument abyssal, alors même qu'on n'a pas les moyens de soigner toute la population française. Donc il veut non pas supprimer l'AME, mais la transformer en AMU, donc en aide médicale d'urgence. Et vous prenez l'ensemble des sujets qui sont liés justement à l'immigration clandestine et lui il dit j'apporte des réponses qui sont concrètes. Et on comprend du coup pourquoi Mickaël trouve a confiance en la politique, parce qu'un politique, ça sert à résoudre les problèmes des Français. Alors Naïma, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer. C'est une évolution qui suit finalement une évolution de la société. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des quartiers que nous on appelle des quartiers des territoires perdus de la République, c'est-à-dire des territoires qui sont en voie de cessation avec la République, parce que justement une partie, et notamment dans la jeunesse, a fait sécession sur le plan des valeurs. Par exemple, quand vous regardez dans certains quartiers, la laïcité, il y a une majorité de jeunes, c'est un sondage de l'IFOP, qui considèrent que la laïcité est islamophobe, alors que la laïcité n'a absolument pas vocation à être ce type de choses. La difficulté qu'aujourd'hui les pouvoirs publics et que pose Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'aujourd'hui, lui, suit cette évolution de la société. Il y a une société qui est en voie de séparatisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la loi en 2021 sur les séparatismes. Et lui se dit, aujourd'hui, mes voix d'un point de vue électoral, pour d'abord gagner la bataille à gauche, parce que c'est ça l'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de gagner la guerre des gauches. Il y a deux gauches irréconciliables en France, la gauche réformatrice et la gauche radicale. Jean-Luc Mélenchon gagne la bataille des gauches à partir du moment où les jeunes dans les quartiers votent massivement pour lui. Je vais prendre un exemple, parce que par exemple, vous regardez dans la circonscription de Monsieur Faure, secrétaire général du Parti socialiste, il y a effectivement 28% des gens de sa circonscription qui votent, et ce sont les quartiers, qui votent pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Et à partir de ce moment-là, lui, toute sa stratégie politique est de faire un accord avec la France insoumise, parce que sans cela, lui n'est pas réélu. Est-ce que les autres partis politiques... C'est ça, hein, la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité, ça. On avait travaillé sur cette question-là des narcotrafics. On avait dit que la France est en train de devenir un narco-État. Pourquoi on avait dit cela? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez des territoires qui sont en séparation, effectivement, que ce soit dans les quartiers populaires ou également dans les centres-villes. Par exemple, je prends l'exemple de Bordeaux. Vous avez dans les centres-villes, effectivement, le même type de rue que vous voyez, avec des coiffeurs, des kebabs, des barbiers, etc., qui blanchissent l'argent. Pourquoi on peut lutter contre le narcotrafic? Comment on peut lutter contre le terrorisme? Parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ne font pas le lien entre les deux. Il y a deux sujets à mon sens. C'est parce que dans un premier temps, vous avez une lutte qui est diplomatique, qui est à l'échelle d'ailleurs internationale et européenne. Parce qu'aujourd'hui, la drogue consommée en France, à l'exception des drogues de synthèse, est importée pour la plupart. Elle est produite ailleurs, dans les pays d'Amérique latine ou dans les pays du Maghreb notamment. Donc c'est-à-dire que si la France et l'Union européenne ne prennent pas des mesures fortes contre des pays comme le Maroc,
comme l'Afghanistan, comme l'Iran, comme des pays qui sont producteurs, ou la Colombie, on n'y arrivera pas. Et le deuxième point, c'est que vous avez une question de criminalité organisée, c'est que ce sont des réseaux, et des réseaux qui sont plus ou moins bien établis sur un certain nombre de territoires. Dès lors que vous n'arrivez pas à avoir une réponse qui est conjointe sur l'ensemble des sujets qui ont attrait au réseau, notamment des narcotrafics, vous n'arriverez pas à répondre à la question. Et c'est pour cela, et j'en terminerai dessus, que Bruno Retailleau, il identifie justement ce qui sont les trafiquants aujourd'hui en France. Il faut se poser ce profil, parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas suffisamment. Le profil des narcotrafiquants en France, notamment des petits narcotrafiquants, il est le suivant. Dans un premier temps, vous avez énormément d'étrangers, une surreprésentation des étrangers. 17% des faits de délinquance liés au trafic de drogue sont le fait d'étrangers, alors qu'ils ne représentent que 8% de la population. L'autre point, c'est que vous avez de plus en plus de mineurs. Et donc c'est pour cela qu'il y aura et Gabriel Attal notamment porte un projet de loi sur la délinquance juvénile. Si on ne rompt pas avec ces deux logiques-là, immigration et délinquance juvénile, alors effectivement le narcotrafic perdurera en France malheureusement. Vous savez, Mickaël, je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez un barbeur, mais plus en fait. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une sorte de tyrannie de la minorité, c'est-à-dire des gens qui sont minoritaires dans l'opinion au Parlement, parce qu'elle est minoritaire aussi au Parlement, ultra minoritaire même au Parlement européen, elle est une des seules à voter contre, et que pour autant elle prétend donner des leçons à la terre entière en matière de droits humains. Et moi, la question toute simple qu'il faut poser, c'est un peu celle que disait Mickaël, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est la vision aujourd'hui de Brahima Hassan d'un pays comme l'Algérie qui bafoue les droits humains? Elle dit qu'il faut être attentif à la question des droits humains en Algérie. Mais on sait tous très bien qu'il n'y a pas besoin d'être attentif. L'Algérie est un régime qui est corrompu, qui méprise les droits humains et qui est complètement anti-Occident. À partir de ce moment-là, il faut prendre effectivement la doctrine adéquate vis-à-vis d'un pays comme cela. L'Algérie est aujourd'hui un pays qui, par la repentance mémorielle qui fait peser sur la France, est un pays qui forcément est hostile et nous est un ennemi. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir des gens qui sont élus par les Français, élus par le peuple français, qui prennent en otage la démocratie française en étant minoritaires et qui ensuite après soutiennent des régimes qui sont étrangers plus ou moins. Et ça, c'est quelque chose qui me semble-t-il est néfaste pour la démocratie. Allez, Éric de Ritmaten.